Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission Justice et démocratie. Amis téléspectateurs, aujourd'hui nous allons parler justement de l'impunité et ses conséquences sur la démocratie. Et pour parler de cette question importante, d'autant plus importante pour notre société, amis téléspectateurs, j'ai pu devoir recevoir au plateau de la télévision trois ministres de la République. Il s'agit à ma droite de M. Abakar Silla, il est en même temps porte-parole de l'opposition. À ma gauche, M. Saliou Bella Diallo, il est porte-parole de la mouvance présidentielle. Et toujours à ma droite, le ministre Makadera Kaki. Avec ces trois invités, amis téléspectateurs, nous allons tenter de cerner cette question d'importance capitale dans notre société. Alors, très chers invités, vous êtes les bienvenus. Alors, il y a aujourd'hui qu'on a l'impression que la violence est devenue une forme de manifestation politique. Ici et là, de l'autre côté, il y a le banditisme de droit commun. Tout se passe comme s'il y a une espèce de psychose, justement, qui a pris corps dans la cité. Est-ce que vous le confirmez? Je vais commencer par M. Saliou. Oui, c'est une réalité. La Guinée, quand même, c'est une famille. Mais quand même, il faut considérer les effets de l'environnement sur l'individu. L'homme est le produit du milieu. Actuellement, il y a l'Internet, il y a les nouvelles technologies de communication. Et de l'autre côté, il y a les administrateurs qui se débrouillent, qui font leur travail, mais les effets sont là, mais ça ne distille pas au niveau de toutes les ressources humaines. Il y a le chômage qui est là, qui est galopant quand même, il faut le reconnaître. Le professeur est en train de tout faire pour introduire des grands projets dans notre pays et démarrer le développement harmonieux et équilibré du pays qui va absorber un grand pourcentage de chômeurs. Mais il y a l'impatience de la jeunesse qui est là aussi, qui est un facteur important. Il y a ce qui se passe à l'extérieur, directement encore répercuté à travers le monde entier. Ça influe sur la psychose des individus. Mais il y a aussi l'organisation sociale. Vous pouvez dire que vous avez cette route qui est disponible et vous venez trouver qu'elle est occupée déjà par une catégorie de personnes et qui est en train de vaquer à ces activités imprévues et vous êtes obligé de rebrousser chemin. Vous avez encore toute une horde de personnes qui se muent de façon instinctive, spontanée, qui réagit à quelque chose de façon épidermique. Donc c'est tout ça qu'il faut canaliser. Je pense que le gouvernement est en train de faire son travail, les sensibilités politiques doivent faire leur travail, la société civile doit faire son travail. C'est un travail de tout le monde. Les communicateurs que vous êtes, nous attendons votre contribution. En tout cas, nous sommes décidés au cours de nous, du côté de la mouvance, d'endiguer le problème en le maîtrisant et en le minimisant au maximum pour que nous puissions enjamber les élections présidentielles communales et communautaires avec sérénité, unité et paix. Est-ce que cette problématique, est-ce qu'elle est manifeste dans notre pays, M. Silla? Oui, c'est évident. Je crois que s'il y a une question qui interpelle tous les Guinéens, quelles que soient leurs obédiences politiques, c'est bien les questions de violence. Pourtant, la violence pour nous est une question transversale qui interpelle tout le monde, qui transcende les clivages politiques, régionaux, confessionnels, même générationnels. Mais autant l'impunité qui nourrit et qui est le terreau sur lequel se développe cette violence-là, est le fait de la malgouvernance. Je crois que la violence n'est pas une fatalité, c'est le reflet du déficit dans la gestion de l'État. Et c'est parce que justement la justice ne joue pas tout à fait son rôle, c'est parce que les services de sécurité ne jouent pas non plus leur rôle, c'est parce que la politique parfois s'invite dans le règlement des questions liées à la violence que cette violence prospère. L'impunité qui favorise et qui nourrit cette violence dans notre pays est encore une fois le fait d'une faiblesse des services de sécurité qui ne reçoivent pas les allocations budgétaires nécessaires. Je suis député à l'Assemblée nationale, je suis intervenu lors du débat à l'Assemblée lorsque le ministre de la Sécurité est venu présenter son budget et je dis que je le plaignais lui-même parce que le budget qui est alloué à la sécurité est extrêmement faible. Il avait même été réduit l'année dernière et tout ceci veut dire que les priorités qui sont définies par ce gouvernement ne vont pas vers les préoccupations essentielles des populations. Car avant de parler de quoi que ce soit... On a comme l'impression, à vous entendre parler, oui, que justement cette malgouvernance dont vous parlez est simplement le fait de l'État. Alors que la Constitution dispose que, par exemple, les partis politiques concourent à l'éducation, par exemple, des militants. Quand on parle, par exemple, de la violence politique, est-ce que de ce point de vue, vous êtes actif sur le terrain? Bon, on parle de l'impunité, moi je parle de l'impunité. L'impunité, j'ai dit, est le fait d'un déficit dans la gouvernance du pays, parce que cette impunité, elle doit être combattue.
par les services de sécurité qui n'ont malheureusement pas de dotation budgétaire nécessaire ou qui n'ont pas subi les réformes souhaitées, et d'autre part par le système judiciaire qui lui aussi ne dispose pas d'allocation budgétaire suffisante. Donc vous voyez le problème sous l'angle de la répression simplement. Entre autres, d'abord, je parle de l'impunité encore, je ne suis pas venu aux questions de prévention, je parle de l'impunité. L'impunité est encouragée par le fait qu'il n'y a pas de punition contre les actes de violence qui sont le quotidien aujourd'hui des Guinéens. Et ça, c'est une question de gouvernement. Ce n'est pas une fatalité. Si le gouvernement en avait fait une priorité absolue, avait donné les moyens nécessaires, avait fixé des critères de performance au service de sécurité et avait fait en sorte que la justice fonctionne normalement, sans aucune interférence, je vous assure qu'on n'en serait pas là aujourd'hui au niveau de la violence. Maintenant, la violence, il en existe, il y a toutes sortes de violences, vous l'avez dit tantôt. Il y a effectivement la vie du grand banditisme, il y a les violences politiques. Et tout ceci peut être combattu par tout le monde. Tout le monde est interpellé, effectivement, justement sur la violence. Je suis d'accord avec vous, en tant que leader politique, il est évident qu'une de nos obligations, un de nos devoirs, c'est de contribuer à l'éducation civique de nos militants. Ça, il est évident que nous le faisons au fur et à mesure que nous les rencontrons dans les instances du parti, dans les conférences, dans les meetings. Nous ne recommanderons jamais à un sympathisant, un militant quelconque, de prôner la violence, parce que tout simplement, s'attaquer par exemple aux forces de l'ordre, comme on nous le dit très souvent, mais c'est contre-productif et c'est suicidaire. Qu'avec des mains nues, on a s'attaquer à des hommes qui sont en uniforme, qui sont armés, qui ont le mandat de réprimer. Donc ceci, c'est une vue de l'esprit qu'on nous renvoie souvent en parlant de militants violents. Je crois que le problème essentiel ici aujourd'hui, c'est que nous avons dans notre pays une situation de violence caractérisée, une situation d'insécurité caractérisée qui déteint évidemment sur la vie des citoyens, sur la situation économique du pays. Parce qu'un investisseur peut accepter de venir risquer ses capitaux dans un pays mais pas sa vie, où tout le monde peut se faire agresser en rentrant chez lui, où il y a des assassinats que nous appelons ciblés, puisque certaines personnes sont filées et finalement agressées et assassinées, sans que cela ne donne lieu à des poursuites judiciaires, en tout cas qui aboutissent à l'identification des coupables et à leur traduction devant les tribunaux. Monsieur le ministre. Bon, je voudrais dire que pour apprécier une situation, on tient compte à certains repères. Aujourd'hui, malheureusement, il y a l'insécurité. Moi, je ne voudrais pas parler de l'impunité, tout simplement parce que l'État fait tout pour une justice juste. Et vous avez remarqué, depuis que le professeur Alpha Condé est au pouvoir, les premières actions engagées, c'est la réforme, les états généraux de la justice, le statut particulier des magistrats. Tout cela doit participer à créer un environnement qui doit pouvoir lutter contre l'insécurité. Mais au fond, qu'est-ce que nous remarquons? On pense que l'impunité ou l'insécurité, ça doit être le seul fardeau du gouvernement, même pas de l'État. C'est le gouvernement seulement. Alors qu'au fond, chaque Guinéen, de quelque condition qu'il soit, doit pouvoir se poser la question à savoir, qu'est-ce que je fais contre l'insécurité? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il y ait moins d'agression? Aujourd'hui, la Guinée n'est pas en tête le taux de criminalité dans la sous-région. Bien que même une arme que les bandits tuent, c'est un mort de trop. Mais nous sommes heureux aussi de dire que ce n'est pas dans tous les cas où les criminels ne sont pas retrouvés. Si mon souvenir est bon, les assassins de Mme Boireau auraient été arrêtés. Les assassins de M. le ministre Diaouné ont été également les présumés assassins. Les présumés assassins, puisque seule la justice peut déclarer coupable. Effectivement, le ministre de la Justice a fait un point de presse là-dessus. Donc ce sont là des efforts qu'on doit vraiment encourager et féliciter. Au jour d'aujourd'hui, l'État n'a pas suffisamment de moyens. Ça, je suis d'accord avec l'honorable député quand il dit que le budget du ministère de la Sécurité est un budget faible. Mais nous sommes devant deux choses contradictoires. D'un côté, on veut la sécurité, on veut que tout le monde soit protégé, on veut la lumière, on veut la route.
mais de l'autre côté, on crée tout pour que l'État n'ait pas de ressources. Alors qu'au fond, à l'Assemblée nationale, on s'occupe de la répartition du gâteau, mais pas l'augmentation de la taille. Alors, ce qui est important, c'est comment réfléchir pour augmenter la taille du gâteau. Parce que si la taille est importante, on peut allouer une ressource suffisante pour la sécurité, pour la justice, pour la communication et pour tous les autres départements. Justement, quand le M. Boussila parle d'insuffisance du budget alloué à la sécurité, alloué à la justice, peut-être que c'est une constance, mais vous êtes député à l'Assemblée nationale et c'est là-bas justement que les budgets sont votés. Je ne sais pas comment est-ce que vous percevez cette... Écoutez, moi je suis président d'une vaste commission de l'Assemblée nationale. Je peux dire qu'en termes de domaines concernés, c'est la plus grande commission puisqu'elle s'occupe de l'éducation, de la santé, des affaires sociales, des arts et culture, de la jeunesse, des sports. C'est pas moins de 8 ministères qui sont concernés par ces domaines, sur les 32 que compte le gouvernement. Donc nous faisons ce que nous pouvons chaque fois que les dossiers de ces départements sont mis à notre disposition pour les étudier dans le cadre de la loi de finances qui est votée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais n'oubliez pas que cette loi de finances, le projet est conçu au niveau du gouvernement. Un arbitrage est fait au niveau du ministère de l'économie et des finances. Et le Conseil des ministres adopte la loi de finances avant le projet de loi de finances, avant de l'envoyer au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement, l'opposition que nous sommes, qui est minoritaire. La loi de finances est une loi ordinaire, ce n'est pas une loi organique. Il n'exige pas un vote qualifié pour l'adopter. Donc nous disons ce que nous avons à dire, nous critiquons comme je l'ai fait moi-même et comme d'autres députés l'ont fait. Nous avons dit que les dotations budgétaires de la sécurité et de la justice sont anormalement faibles. Et à contrario, nous avons parlé de certains départements où les budgets explosent tous les ans. Il s'agit du budget de la défense, qui a un budget de plus de 10% des ressources, qui reçoit plus de 10% des ressources budgétaires de l'État. C'est le cas d'autres ministères, comme des institutions, comme la présidente de la République, dont tout le monde a parlé, avec ses 1,3 milliard dépensés par jour dans ce budget de fonctionnement. Donc nous avons parlé de tous ces secteurs, nous avons dit qu'on doit faire glisser le budget vers les secteurs les plus prioritaires, ces secteurs qui font la préoccupation des Guinéens, et notamment le secteur de la justice, le secteur de la santé, celui de l'éducation, celui de la sécurité. Donc, mais nous plaidons en commission, nous plaidons en plénière, mais finalement, nous n'avons pas la possibilité de modifier les choix budgétaires du gouvernement parce qu'il est soutenu à l'Assemblée nationale par sa mouvance politique, et de cette façon, on arrive à des budgets que nous n'approuvons pas, contre lesquels nous votons à l'Assemblée nationale, ne l'oubliez pas, mais finalement qui sont adoptés par la majorité simple. Bien, bon, en réalité, nous, au niveau de la mouvance, nous avons une approche globale du problème de violence et de pénalisation, si vous voulez, de l'insécurité. Oui, d'abord, il faut savoir que c'est un problème de tous les secteurs. Il y a la violence. De l'autre côté, il y a la pénalisation. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut maîtriser la source de violence. Donc, les collectivités décentralisées, il faut pouvoir agir. Et là, tous les départements doivent contribuer. Quand vous venez, une chose violente peut venir de l'école. C'est partout à travers les pays limitrophes. Une violence peut partir de n'importe où. Le problème, c'est quoi? C'est avoir une administration forte. On est en train d'agir sur la bonne gouvernance. On est en train de mobiliser les moyens. La réforme du secteur de défense et de sécurité, c'est une approche. Alors, la formation au niveau des écoles pour la bonne cohabitation, pour que la Guinée, tout le monde comprenne que c'est une famille de Guinéens. Il faut qu'au niveau des collectivités décentralisées, responsabiliser les chefs de quartier et districts, les CRD rurales, les communes urbaines et tout le monde, les gouvernements et les préfectures. Il faut que les services de sécurité soient décentralisés partout. Mais aussi, il faut une collaboration réelle des citoyens. Si on sait qu'il y a un bandit qui est à un endroit, toujours les voisins le connaissent. Il faut que tout le monde contribue à identifier les fauteurs de troubles. Faites recours, par exemple, vous tendez la main, par exemple, aux partis politiques qui aujourd'hui... C'est pour dire que j'en viens. Oui. J'en viens. Si vous responsabilisez, si tout le monde est responsabilisé, la grande part de responsabilité, il revient aux sensibilités politiques. Puisque en réalité, il faut que d'abord que les partis politiques et les tendances connaissent quelle activité choisir selon l'environnement, selon le moment, selon la période, selon même l'heure.
Donc, si le souci de chacun, c'est l'unité et la paix, pour que nous puissions déboucher vers vraiment une démocratie réelle et un développement harmonieux et équilibré, il faut que nous ayons un but. Aujourd'hui, que tout le monde est en tête, il y a le problème d'alternance du pouvoir. Aujourd'hui, c'est ceux-ci qui sont au pouvoir. Demain, ce sera nous. Donc, si on est d'accord pour ça, il faut que nous agissions tous pour prévenir la violence. Nous sommes pour la prévention, puisque le curatif est très cher. Et ça nécessite une formation, une information à travers tous les départements. Vous êtes les plus intéressés, les médias. Il faut que tout le monde soit informé et il faut que les gens sachent ce qui est bien, ce qui est bien, il faut faire ce qui est bien et se méfier de ce qui est mauvais. Par exemple, barrer une route, déranger les gens en pleine nuit à 2 h du matin avec une animation intempestive et tout ce qui s'ensuit, pour choisir une activité politique qui est belliqueuse, qui peut entraîner des dégâts. Par exemple, moi, je choisirais par exemple une réunion avec une déclaration pour m'exprimer, au lieu de choisir une marche qui peut contribuer à introduire des belliqueux, des badauds qui ne sont pas du tout des militants, qui sont des citoyens qui sont là véreux et qui cherchent à s'enrichir et qui sont prêts à casser, à tuer, à blesser. Donc, si nous tous, notre souci, c'est de réduire la violence. Et notre souci, le peu de violence qui se produit, c'est de maîtriser cette violence, de cerner ça. Et ça va de l'autre côté, il y a la pénalisation. Et que tout le monde soit au courant entre la violence et la sentence, il y a une instruction qui prend du temps dans un pays démocratique. Donc, avoir cette patience, la population, qu'elle soit formée par les politiciens que nous sommes, à travers tous les cieux, à tous les niveaux, qu'il faut attendre, par exemple, les victimes de violences concomitantes à l'organisation des élections législatives seront indemnisées. Mais entre l'indemnisation et puisque l'acte s'est produit, il faut l'instruction, il faut donc la justice. Attendez, vous aurez vraiment ce qu'il vous faut. Donc, les gens vont attendre. Mais quand on dit le gouvernement refuse d'indemniser les victimes, alors que le gouvernement a désigné un pool express pour juger les coupables, les déceler entièrement, c'est-à-dire les dénicher tous. Et le gouvernement a besoin de la contribution de tous. Et mon ami personnel, M. Silla le sait, au cours du dialogue, son Excellence peut témoigner. Le ministre de la Justice, le ministre d'État de la Justice, il a dit, j'ai désigné un pool express qui est à Dixi, qui doit juger tous les coupables, tous les responsables de violences concomitantes à l'organisation des élections législatives. Mais il y a des plaintes dont les numéros portent le numéro Soteldi. Il y a des gens qui hésitent de se plaindre. Il y a des gens qui ne viennent donc, plus si pour je comprends, il y a quand même donc il y a la contribution des partis politiques, voilà, la contribution de la société. Non, je voudrais justement intervenir. Je vais intervenir. Je vais une question d'équité. Oui. Monsieur le ministre, j'ai l'impression que vous êtes partagé entre deux réalités, c'est-à-dire appliquer de façon stricto sensu la loi. Et quand on le fait, le plus souvent, c'est la société civile, c'est les partis politiques, c'est tout le monde qui dit. Quand on l'applique de façon stricto sensu, et quand on ne le fait pas, justement, on parle d'une certaine passivité de l'État dans la réaction, dans la restauration de l'autorité de l'État. Je ne sais pas quelle approche, quelle lecture avez-vous. Vous savez, j'ai écouté mon grand frère, son Excellence M. Silla. Le gouvernement que nous avons aujourd'hui et le chef de l'État, nous avons eu des résultats importants dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine de la sécurité. Quand on fait une comparaison lorsqu'on parle du budget, mais je vais vous dire quelque chose. Quand on doit faire des réformes, mais on cible des domaines, on dit pour que ça marche, il faut ça et ça et ça. Et on le fait suivant une stratégie bien définie. On a dit pour une bonne administration de la justice, il faut un statut particulier des magistrats. Ce statut a été signé. Ces conséquences financières sont déjà là. Qu'est-ce qu'il faut encore? On va essayer de définir. Ça, c'est important. Et je crois que tous les Guinéens aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe le long des frontières des autres pays, nous avons besoin de renforcer notre armée. Je ne vois pas un Guinéen qui va s'opposer à donner des moyens aux forces de défense pour protéger le pays.
Je crois que ça, c'est des choses... je voudrais réagir. Il faudrait que cela soit clair. Deuxièmement, vous avez parlé d'attaques ciblées, ce qui est excessivement grave. Parce que vous êtes une autorité, vous représentez aujourd'hui, quoi qu'il arrive, une bonne partie de la population guinéenne en tant que porte-parole, même si vous n'êtes pas là en qualité de porte-parole de l'opposition républicaine, mais quand même, vous êtes investi de ce pouvoir-là aujourd'hui. Quand vous dites assassinat ciblé alors que vous ne pouvez pas apporter la preuve, ça devient un peu compliqué. Ce qui est important aujourd'hui, c'est la participation de tous les Guinéens pour... On ne peut pas éradiquer la criminalité. Tant qu'il y aura la société humaine, il y aura la criminalité. Mais pour réduire le taux de criminalité dans notre pays. Et pour cela, il faut les moyens, il faut la sécurité, mais il faut aussi la communication. Une très bonne moi j'ai comme l'impression sur la question, je vais interpeller de faire participer tous les Guinéens. Non, je voulais interpeller ceci là sur la question, parce que j'ai comme l'impression lui-même, il est très républicain, parce que récemment, quand il s'est retrouvé dans une situation indélicate, directement il est parti s'adresser au service de sécurité, et je pense que c'était un exemple plausible justement de citoyenneté responsable que vous avez apposé. Bon, il faut d'abord que, quand on parle d'assassinat ciblé, la mort de Thierno Aliou Yaoundé, c'est quoi? C'est pas un assassinat ciblé. Il est mort dans des coups de feu qui ont été tirés au hasard comme ça. C'est une balle perdue qu'il a atteint. On l'a pisté, on l'a amené quelque part et on l'a assassiné. La mort de l'âge Amadouri Diallo, c'est un assassinat ciblé. On est venu chez lui le trouver, on l'a identifié, on a tiré sur lui. C'est ce qu'on appelle un assassinat ciblé. Je ne préjuge pas pour le moment des responsables, des auteurs ou des commanditaires, mais ce sont des assassinats ciblés. La mort de Mme Barreau, la mort de Paul Cole, la mort du commissaire Pascal Bangoura, ce sont des assassinats ciblés. Bon, ceci dit, je crois que moi je ne parle pas de budget en termes absolus. Je parle de budget en termes relatifs. Voilà. L'allocation budgétaire doit tenir compte des priorités de l'État. Si la priorité de l'État c'est tel ou tel secteur, ben, il lui donne le peu de ressources qu'il a. Lorsqu'il le repartit, il lui donne la portion la plus importante, lorsque ce secteur est considéré comme prioritaire. J'ai dit et je répète que les secteurs prioritaires comme le secteur rural, l'agriculture, les secteurs comme l'éducation, comme la santé, comme la sécurité, comme la justice, sont les parents pauvres du budget 2015 et l'état du budget 2014. Je peux vous donner les différents pourcentages, vous allez être surpris. C'est une question que j'ai évoquée à la plénière de l'Assemblée nationale en tant que président de la commission, par exemple, éducation-santé, notamment la commission santé. On a dit qu'il y avait un paradoxe. Vous défendiez votre commission. Oui, je défendais les secteurs dont on a confié la législation. Donc cela a été dit et tout le monde l'a reconnu. On a démontré par A plus B que la Guinée est largement en deçà des pourcentages de tous les pays de la région en ce qui concerne ces secteurs prioritaires. Les secteurs comme le secteur de la santé, la Guinée en est encore à 4% du budget national. Alors que tout le monde sait qu'au niveau de la CEDEAO, la conférence des chefs d'État a défini une allocation budgétaire de moins 15% des budgets. Il en est de même du secteur rural, il en est du secteur de l'agriculture, il en est de même du secteur de la justice. La justice n'a même pas 2% des allocations budgétaires de l'État. Le secteur de la sécurité, pareillement. Le ministre de la Sécurité a fait un plaidoyer pathétique à la plénière de l'Assemblée nationale, où il a démontré qu'il avait des projets qui allaient réduire la criminalité en Guinée, mais des projets qu'il ne pouvait pas financer parce que le budget qu'on a mis à sa disposition est largement en deçà de ses besoins. Alors j'ai même pris la parole pour ironiser. Je ne sais pas si M. le ministre était dans la salle le jour-là. J'ai dit même que finalement, plusieurs ministres vont se mettre avec les députés de l'opposition pour voter contre ce budget. Parce que finalement, les ministres vont à l'Assemblée nationale pour critiquer le budget qui a été adopté en Conseil des ministres. Et ça s'est fait au grand jour, ce n'était pas. Maintenant, pour revenir plus précisément aux questions de sécurité. La dernière fois, j'ai appris, je crois vous aussi, qu'on a brûlé 2 personnes à Cimenterie. La foule, le vindicte populaire, parce que la sécurité ne joue plus son rôle, la justice ne joue pas son rôle. Même quand les corps de sécurité réussissent à mettre la main sur des malfrats, mais quelques temps après se retrouvent dehors, ils viennent narguer les personnes qui les ont dénoncées quand ils ne les attaquent pas. Donc finalement, ne demandez pas la collaboration systématique des populations. La délation est un moyen de lutte contre l'insécurité, mais c'est un appoint. Les services de sécurité doivent avoir des politiques et des stratégies adéquates, doivent avoir des performances à atteindre, doivent avoir aussi les moyens nécessaires. Et les policiers, les services de sécurité doivent avoir la formation requise. Non, il ne faut pas déséquilibrer aussi le débat. Laissez-moi m'exprimer, puisque
mon ami d'en face, a eu abondamment le temps de s'exprimer tout à l'heure. Oui. Donc, c'est pour vous dire que d'abord, la sécurité, c'est une affaire d'État. C'est une affaire du gouvernement d'abord, avant d'interpeller les populations. Or, le gouvernement ne semble pas en faire une priorité. Je vais plus loin. Les questions de violence qui remontent même aux années 2009 à 2010, ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, c'est de l'impunité la plus absolue. Il y a eu 157 morts, une quarantaine de femmes violées, plus de 1400 blessés, sans parler d'autres types de dégâts. Jusqu'à aujourd'hui, notre pays n'a pas pu identifié. Il y a quand même que la procédure se poursuit. Là, il y a un qui traîne depuis 5 ans. Non. Chaque fois que la Cour pénale internationale projette une mission en Guinée, on s'agite un peu, on identifie un peu de juge, on essaie de leur trouver un local, et à la mission suivante, on meuble le local, à la mission d'après, on met la question. Vous savez que les violences politiques que nous avons connues, les 57 morts sous l'accident de Gokoza, qu'est-ce qui en a été fait? Lors de l'accord, là je reviens sur l'intervention de M. le ministre Sani Bera Diallo, lors du dialogue, on a dit que le gouvernement fera les investigations nécessaires, diligentera les enquêtes. C'est expressément ce qui a été écrit dans l'accord interguinéen du 3 juillet 2013. Le gouvernement diligentera les enquêtes et engagera les procédures judiciaires vis-à-vis de tous les auteurs des actes de violence qui ont émaillé nos manifestations. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Absolument rien. Lorsque nous nous sommes retrouvés en juillet 2014 et que nous avons posé ce problème de poursuites judiciaires contre les auteurs et commanditaires de ces actes de violence, que nous avons posé le problème de l'indemnisation des victimes, nous en avons débattu et le ministre de la Justice nous a dit qu'il y a un pôle de 3 juges d'instruction au niveau du tribunal de première instance de victimes et que ce pôle est à la disposition de toutes les victimes qui pourraient s'y prendre. Aujourd'hui, il y a quand même que toutes les victimes ont été entendues. Non, ceci a été il y a eu justement des personnes qui ont été inculpées, ça aussi, si vous le vous connaissez le nom de ces 3 juges? Vous les connaissez. Le ministre de la Justice nous a dit, lors de ce débat, lors de ce dialogue, qu'il faut que les gens portent plainte. Mais non! Il y a des actions qui déclenchent automatiquement l'action de l'État par le procureur de la République. Et l'accord interguinéen du 3 juillet le précise que c'est le gouvernement qui va diligenter les enquêtes nécessaires et engager les poursuites. C'est fait. Bon, non, vous avez pas fait. Moi, j'ai été attaqué pendant une de nos marches. On a cassé mon véhicule, on l'a cassé partout. Et on m'a arrêté avec le professeur Charles Pascal Donneau. Nous avons été transférés à la CNIS. Comme vous le savez, les images étaient sur le net pendant 2 mois. On a identifié, vous connaissez les personnes qui l'ont fait. Ils étaient identifiables. Jamais la moindre poursuite n'a été engagée. Oui, même les sanctions administratives ne sont pas prises. Comment voulez-vous qu'on n'encourage pas l'impunité? Oui, mon cousin sait qu'on avait applaudi le ministre d'État chargé de la justice ce jour, puisqu'il a désigné le pool. Il a dit que ce pool est à la juridiction de Dixie. Et il a dit que... Il y a même que le président Sebou... Que les plaintes déjà déposées sont en train d'être instruites. Voilà, donc que actuellement, ce pool travaille... Non, justement, je pense que c'est un témoignage. Il a été entendu comme témoin. C'est dans le dossier du 28 septembre. Oui, je parle Je peux continuer. C'est-à-dire que le ministre d'État à la justice a été applaudi par tout le monde là-bas, à commencer par l'opposition, puisqu'il était en avance sur les faits. Il a dit qu'il demande à tout le monde, même la société civile, l'opposition aussi bien que la mouvance, d'encourager ceux qui hésitent de se plaindre. Et que tout le monde doit venir, qu'il a le personnel nécessaire, il a pris toutes les dispositions, mais que même certains plaignants n'ont pas leur numéro de téléphone fonctionnel, puisque c'est les hôtels guides, et que tout le monde doit s'y mettre pour que ceux-ci reviennent, les plaignants reviennent, et que l'instruction avance. Actuellement, je pense que les efforts doivent être de tous les côtés. Il y a un effort qui doit être important dans le cadre de la prévention, qui aide beaucoup vraiment à amoindrir le budget de l'État. Puisque si nous voulons développer les infrastructures routières qui sont des priorités, la lutte contre le chômage, la disponibilité permanente en eau et en électricité, les besoins de base, l'autosuffisance alimentaire, nous devons faire des priorités. On ne peut pas tout embrasser en même temps. Il faut que nous sachions sélectionner. Et dans ce cas, non seulement la prévention devient une priorité dans le cadre de violence, et là la collaboration de tout le monde doit être de rigueur, mais aussi la formation, les investigations. L'État est en train de faire son travail. La restructuration des forces de sécurité et de défense est presque finie. Les bailleurs de fonds travaillent étroitement avec le gouvernement pour pouvoir former sur place les 90% des ressources humaines qui doivent être investies en la matière, mais les 10 autres pourcents, les encadreurs, les experts, ils sont envoyés à l'extérieur pour leur formation, et les moyens logistiques
les consommables et tout ce qui s'ensuit sont en train d'être mobilisés, la population doit être apprêtée, préparée à ça par tous les acteurs. En première position, les acteurs politiques. En deuxième, la société civile. En troisième, les communicateurs et les formateurs. Nous comptons sur vous. Vous devez revoir les programmes, même de radio et de télévision. J'avais dit à l'entame de cette émission pour que, si la prévention est mise en avant, le curatif est très coûteux dans le monde entier, même au niveau santé. Bon, parlant justement des accords politiques et du dialogue justement dont M. Silla a fait état, j'avais dit justement qu'on ne pouvait pas occulter la question parce qu'aujourd'hui, elle est au centre justement d'une crispation qui pourrait également, qui annonce l'allure d'une contestation qu'il faut, puisque vous parlez de prévention. Est-ce que sur la question de ceci-là, vous pouvez, en tant que, non pas en tant que porte-parole, mais justement, mais en tant que... Non, avant lui. Oui, mais il y a... Non, juste une seconde, je viens avec vous. Est-ce que par rapport à ça, pour éviter justement que les violences l'émail, le système, puisque vous parlez de ces accords politiques, est-ce qu'il y a un dialogue possible aujourd'hui pour qu'ensemble, partis politiques, gouvernement, que vous puissiez justement essayer de parer au plus pressé par rapport à cette psychose justement qui alimente la chronique? Il est évident que quand aux problèmes de violence, qui sont des questions récurrentes, vient se greffer une autre crispation politique qui va encore davantage évidemment compliquer la situation sécuritaire, il est évident que le dialogue peut être une solution pour, en quelque sorte, le dialogue politique, pour en quelque sorte ramener donc le niveau d'insécurité à un niveau un peu plus bas. Mais lorsque M. le ministre Makanera affirme qu'on est dans une réforme des forces de défense et de sécurité, ce qui est vrai, et que c'est normal compte tenu des risques que nous avons à nos frontières, qu'on puisse allouer des ressources importantes à l'armée, je suis parfaitement d'accord. Mais je vais vous dire une chose, il y a plus de 10% du budget alloué à l'armée. Ça représentait à peu près, nous avons fait le calcul, ça tournait autour de 1 milliard, de 1700 milliards. Et il y a encore ce qu'on appelle la loi de programmation militaire, qui a été également adoptée par l'Assemblée nationale, qui concerne 5 000 milliards sur 5 ans, donc ça fait une moyenne de 1 000 milliards par an. Si vous l'ajoutez sur les 1 700 milliards par an, ça vous amène à 2 700 milliards par an pour le secteur de la défense. En question, je demande, est-ce que le dialogue politique aujourd'hui, par rapport à la crispation que nous avons et qui est en vue, est-ce qu'elle peut, ce dialogue, il est évident que le dialogue politique, comme je l'ai dit tantôt, il est évident à la situation que nous il est évident que le dialogue politique, comme je l'ai dit tantôt, va permettre au moins de ramener le niveau de violence à un niveau non politique seulement. C'est-à-dire qu'en ce moment, au moins, s'il y a un dialogue politique, mais au moins les violences politiques, on peut en faire l'économie. On restera face aux violences du grand banditisme. Mais là aussi, la responsabilité, c'est l'État guinéen. Moi, j'en sais quelque chose. Il y a 3 ou 4 points sur lesquels je voudrais intervenir. D'abord, par rapport à l'attaque ciblée, j'ai lu les sites. On a dit qu'on va faire des révélations troublantes et accablantes sur les attaques ciblées. C'est pourquoi j'ai réagi tout de suite quand on a parlé des attaques ciblées. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la criminalité, le banditisme, c'est l'affaire de tous les Guinéens. Ce n'est pas ciblé contre les individus précis. Quand on parle de Mme Boirou, j'ai écouté le ministre de la Sécurité, j'ai écouté les commissaires, ceux qui avaient le dossier en main. Elle n'était pas ciblée en tant que telle. Elle s'est retrouvée à un mauvais endroit au mauvais moment. Ça, vous pouvez aller consulter, les dossiers existent. À présent que les présumés auteurs sont arrêtés, pourquoi on n'ouvrirait pas justement le procès, monsieur le ministre? Ça fait plus d'1 an qu'on nous annonce qu'ils sont arrêtés. Mais vous savez que en droit, le principe fondamental voudrait qu'on vaut mieux de libérer 1000 coupables que de condamner un seul innocent. Donc vous êtes dans comment la vous procédure. voulez qu'on fasse trop vite pour laisser libre pour éviter les erreurs judiciaires, vous voulez dire, parce qu'aux États-Unis, il y a eu 151 cas d'erreurs judiciaires où des gens ont été condamnés à la peine de mort. Tant que la justice se donne le temps pour faire un bon travail, il faut la soutenir, surtout quand on sait le passé de notre pays. Ça, c'est la première question. La deuxième sur laquelle je voudrais aussi attirer l'attention de mon frère, la loi de programmation militaire, ce n'est pas un budget sur le budget. Si.
Non, ce n'est pas une superposition. Non, je suis pas c'est nous qui l'avons. Non, monsieur le monsieur, il a évolué. Non, écoutez, mon frère, c'est pas une... Non, mais c'est adopté par nous. Avant l'Assemblée, c'est nous qui adoptons. Après, je reviens à vous. C'est nous qui adoptons. La loi sur la programmation militaire, vous avez tout ce que nous avons besoin comme réforme au sein de l'armée. C'est bien clair, en moyens matériels, en formation, en tout. Donc il n'est pas dit que cet argent-là, on va aller envoyer dans la poche des gens. Parce que vouloir le dire comme ça, c'est créer des problèmes là où il n'y en a pas. Parce que quand on fait un budget, on dit pour acheter tel nombre de matériel, c'est tel montant. Pendant telle période. Pendant telle période. Vous avez un audit qui atteste que les fonds vont bien à la destination prévue. Mais mon frère, on n'a même pas commencé à exécuter. Jamais le secteur de la défense. Je crois que évitons de jamais le secteur de la défense. Ceci là, est-ce que vous ne faites pas un jugement en amont? Procès d'intention. Non, mais ce qui est grave, ce qui est grave, c'est le procès d'intention. Non. Nous n'avons même pas commencé à exécuter. Cette loi vient d'être votée récemment. On commence à voir déjà le détournement pendant que l'argent et les budgets antérieurs. Parce que le budget, je voudrais attirer la loi de programmation militaire quand même. Je voudrais attirer l'attention de ceci là. Oui, monsieur le ministre. Monsieur Silla, vous avez parlé de la loi de programmation militaire. De contre-vérité que nous sommes obligés de redresser pour la cohérence du débat. Je suis d'accord. Vous avez parlé de la loi de programmation militaire. Je sais très bien que la loi de programmation militaire vient d'être adoptée. Je suis député, je l'ai adoptée. On peut tout de suite préjuger de la destination de cette loi. C'est argent qui est des budgets antérieurs. Des budgets antérieurs. Alors, donc restons sur le principe que s'il parle de budget antérieur, pas la loi de programmation militaire. Ils sont plus élevés que les quotas annuels il de s'est la loi de prononcé programmation sur ce militaire. budget-là. Parce qu'il a dit que ça doit aller dans les poches des gens au perché. Ce qui est vraiment ça, c'est une très présomption grave. de culpabilité Parce en que anticipation. le budget n'existe. Et ça, c'est un. Deuxièmement, il est député à l'Assemblée nationale. Il sait qu'il n'est pas dit que parce que vous avez une inscription budgétaire que l'argent existe déjà. Ça aussi, les gens doivent comprendre. C'est une simple prévision. C'est pourquoi il y a la loi rectificative. Maintenant, monsieur le ministre. Écoutez, parce qu'il faut qu'on se comprenne. Parce que lorsque vous allez parler le montant de budget, pour celui qui ne connaît pas le mécanisme, pense que l'argent là existe déjà et c'est ce qui est déjà exécuté. Monsieur le ministre, je vais vous donner une information que vous ne connaissez pas. Le budget de la défense est dépensé jusqu'au dernier sou. Non, moi je ne parle pas de budget. Ma question est non, vous n'avez pas parlé de budget. Puisqu'il y a la réalisation. Monsieur le ministre, ma question est précise. Écoutez ceci là. Monsieur Makandela, ma question est précise. Quand vous avez commencé à parler, je vous ai laissé parler jusqu'au bout de vos idées. Quand je veux revenir, premièrement, il faut que ceux qui nous suivent comprennent que l'inscription budgétaire ne veut pas dire que l'argent est déjà disponible. Ça, c'est clair. Surtout avec un gouvernement responsable du professeur Alpha Condé qui dit que nous devons la base. Ça, c'est un. Vous savez très bien que chaque année, il y a un budget. Et chaque année, le budget est dépensé. Vous parlez du budget 2015 qui n'est pas dépensé. Le budget 2010 est dépensé. 2011 est dépensé. 2012 est dépensé. Plus de 100% au moins. Monsieur le budget, monsieur Silla, c'est dépensé à 100%. Monsieur le ministre, tous les départements. Pour le département dont vous parlez. Maintenant, ma question, écoutez, s'il vous plaît. Non, moi je ne dépasse pas. Maintenant, ma question s'adresse du budget de la défense. Voilà, je ne voudrais pas qu'on s'attarde là-dessus. Ma question est aujourd'hui, il y a une question de préoccupation nationale, monsieur le ministre. Je voudrais savoir, et parce que c'est ce qui intéresse beaucoup plus nos téléspectateurs, est-ce qu'aujourd'hui il y a un dialogue possible pour éviter que la violence justement ne s'installe et qu'il y ait plus d'ennuis dans la cité? C'est un peu ça ma préoccupation. Bon, je crois que la question là est centrale. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, nous le faisons pour le peuple. Et ceux qui sont les leaders de partis politiques, ils se battent, en tout cas, à ce qu'on entend dire, c'est pour le peuple. Donc il n'y a pas possibilité que ces leaders-là refusent de se rencontrer et discuter au bénéfice du peuple. En tout cas, l'État crée toutes les conditions pour ce dialogue. Et c'est pourquoi vous avez remarqué récemment, le président de la République a instruit le Premier ministre
de rencontrer à travers le ministre de la Justice, le ministre de l'Administration du Territoire, les partis politiques, pour pouvoir trouver un moyen de réunir tout le monde autour de la table et discuter des questions essentielles. Afin de parer Mais le problème, le plus souvent, on cherche à contourner les problèmes. Et lorsque vous contournez les problèmes, vous les trouvez toujours devant. C'est pourquoi moi je demanderai à tout le monde, mouvance comme opposition, vraiment de laisser les petits détails et de s'occuper de l'essentiel. Comment faire pour lutter contre l'insécurité, contre la violence, et comment créer des conditions favorables pour qu'on puisse vraiment dialoguer et organiser des élections dans les conditions vraiment les plus transparentes, permettant aux Guinéens de choisir librement celui qu'il veut qu'il conduise la destinée de notre pays. En tout cas, j'ai l'impression que toute la Guinée est une famille, quelqu'un l'a dit. Absolument. Et moi, je l'ai constaté à travers toutes les interventions. Je me suis rendu compte que tous vous êtes inscrits dans une dynamique, n'est-ce pas, de restauration, de l'autorité de l'État. Parce que quand on parle de l'impunité, que ce soit du côté de l'opposition ou de la mouvance, on a demandé que l'autorité de l'État soit restaurée. Et deuxièmement, tous se sont inscrits dans la dynamique de la consolidation des acquis pour le bien du peuple. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction. Alors pourquoi vous ne pouvez pas vous retrouver, vous qui n'avez pas trop parlé, pourquoi vous ne pouvez pas vous retrouver pour empêcher que les violences, comme il a dit ceci-là, que les violences politiques ne viennent se greffer sur les violences justement de droit commun, afin justement de mieux sécuriser. C'est certain, c'est indiscutable. Le dialogue, c'est une stratégie qui réduit la violence à plus de 80%. Il y a l'influence de l'homme politique par les politiques pour la genèse de la violence. Et il y a les politiques qui sont des acteurs de la violence. Donc si on stabilise les sensibilités politiques, on prévient à 80% les violences. Et comme lui, il vient de dire, je crois, l'un de nos amis, je pense mon cousin, il a dit que si le dialogue se produit, se réalise, on exclut, on met de côté les violences issues de politique et il ne restera que des violences non politiques. Et moi, je m'en vais plus loin. Je veux dire qu'on va réduire à plus de 50% les violences non politiques. Et là, c'est un pionnier du dialogue. Je me rappelle, au cours du deuxième dialogue, le porte-parole de la mouvance a dit que nous sommes disposés cette fois-ci. Et nous sommes rassurés et convaincus qu'à travers le dialogue, nous trouvons les solutions à nos problèmes. La violence ne trouve pas de solution aux problèmes qui se posent entre nous. Nous sommes disposés et pour preuve d'ailleurs, nous vous proposons un ordre du jour. Et je vous assure, les 80% de leur ordre du jour, ils le savent. Le ministre de la Communication que j'ai en face était à côté de moi au cours du deuxième dialogue, qui a débouché sur les 20 conclusions qui nous ont conduits à l'organisation des élections législatives. Donc, ici, je suis heureux de constater qu'à 100%, le porte-parole de l'opposition est d'accord que la stratégie, par le dialogue, nous pouvons réduire la violence. Et nous, mouvance, nous avons la main tendue. Et j'ai dit tantôt, nous les prions de venir autour de la table où nous avions l'habitude de nous rencontrer pour discuter de nos problèmes. Et là, je suis rassuré que c'est quelqu'un qui est disponible pour ça et qui est convaincu depuis longtemps. Et je connais sa contribution au cours de différents dialogues qu'on a organisés ensemble. Et la mouvance n'attend que ça. L'exécutif a déjà dit ce qui le préoccupe, c'est-à-dire l'exécutif. Et donc, nous, mouvons, c'est notre vœu que l'opposition vienne, puisque la violence ne nous conduit nulle part. En tout cas, la Guinée, les Guinéens n'ont pas besoin de violence de plus. Par rapport à ce discours très conciliant du porte-parole de la mouvance présidentielle, mais malheureusement, la mouvance présidentielle nous a habitués à un double langage. Pendant qu'il crie sur tous les toits qu'il veut du dialogue, pendant qu'il dit partout qu'il nous tend la main, en réalité, c'est exactement le contraire qui s'est fait. Je vais vous résumer en 2 minutes l'histoire du dialogue politique en Guinée depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé à la présidence de la République. On a eu un premier dialogue qui s'est déroulé en 2011 et qui s'est terminé en début 2012 au Palais du Peuple. Les conclusions de ce dialogue, qui récapitulaient les points d'accord et les points de divergence, ont été remis solennellement par Monseigneur Gomez, que vous connaissez donc, au président de la République. Depuis 2012,
Ce dossier a été soigneusement rangé dans les tiroirs de la présidence. Jamais plus on en a parlé. Il y a eu un second dialogue en 2013, consécutivement aux violences politiques. Avec 5 ans. Il a fallu 5 ans. Sur la question, je voudrais savoir, vous aviez dialogué avec le pouvoir ou bien avec... Il y avait un dialogue interparti, tout le monde, y compris l'opposition. Voilà. Donc en juillet 2013, nous avons demandé encore le dialogue. Il a fallu 57 morts. Il a fallu des centaines d'arrestations, des centaines de blessés, dont une dizaine d'handicapés à vie. Il a fallu plus de 47 milliards de dégâts matériels de biens détruits. Il a fallu l'implication de la communauté internationale qui a mis la pression sur le pouvoir pour qu'un dialogue s'organise en 2013 et se termine le 3 juillet. Laissez-moi vous résumer rapidement l'historique, c'est très bref. Hein. Donc en juillet le 3 juillet 2013, on a pu signer le dialogue. Comme l'a dit le Dr Salou Bella, j'ai toujours été au cœur de ce dialogue, puisque c'est d'ailleurs moi qui ai été appelé à signer les conclusions de ce dialogue-là avec Hadiana Chérif de la mouvance présidentielle et évidemment sous le témoignage de la communauté internationale. Nous avons signé l'accord du 3 juillet qui nous a permis d'aller aux élections législatives. Mais toutes les autres dispositions qui étaient liées à cet accord et qui n'étaient pas consacrées aux élections législatives ont été mises à part. Premièrement, les procédures judiciaires dont on parlait tantôt à l'encontre des auteurs et commanditaires de violences politiques. Deuxièmement, les indemnisations des victimes. Troisièmement, la neutralité du service public et particulièrement l'accès aux médias de service public de toutes les sensibilités politiques. Ce qu'on est en train d'inaugurer aujourd'hui. J'espère que ce ne sera pas... J'espère que c'est une expérience qui va se renouveler et qu'on s'inscrit désormais dans une nouvelle tradition. En tout cas, je le souhaite sans trop y croire. Bon. Et quatrièmement, nous avons dit aussi qu'il faut qu'il y ait une neutralité absolue du service public. C'est-à-dire que les fonctionnaires soient des citoyens neutres, qui soient au service du public du peuple de Guinée, qu'ils ne soient pas des obligés de partir au pouvoir. Ce dialogue-là, elle s'est terminée, ces dispositions n'ont pas été appliquées, nous avons attendu. Juste une année après, au mois de juillet 2014, nous avons dit faisons le point sur l'accord du 3 juillet, relisons-le et voyons qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, quels sont les obstacles et quelles sont les solutions pour lever ces obstacles-là. Nous sommes retrouvés en juillet 2014 au Palais du Peuple, vous étiez déjà dans le gouvernement, j'étais donc encore avec le docteur, et puis nous avons discuté, on s'est mis d'accord sur l'entièreté des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Il y a eu un consensus général sur tous les points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Nous sommes sortis de la salle, nous avons rencontré la presse, la mouvance présidentielle, le président du cadre de dialogue, le ministre Sako et de la justice, et moi-même. Nous avons fait le compte rendu à la presse. Il y a un accord total. Et qu'est-ce qui se passe 2 jours après, quand on a fait le compte rendu au président de la République, il a dit il n'en est pas question. Tout a été encore remis. Donc vous rendez la responsabilité à la mouvance. Ça c'est le 3e dialogue. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, au jour où on est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se rend compte quoi? Chaque fois nous rencontrons le ministre, moi j'ai rencontré le ministre de la Justice au moins 2 ou 3 fois. J'ai échangé, je ne sais plus, près d'une dizaine de courriers avec lui pour réouvrir ce dialogue. Depuis 4 mois, 5 mois, on ne discute que de l'ordre du jour. Impossible d'avoir un ordre du jour consensuel pour qu'on programme le dialogue. À plus forte raison qu'on engage les discussions. En conclusion, cet appel au dialogue-là, c'est un double langage, c'est un dialogue. Vous pensez qu'il y a de la mauvaise foi? C'est pour tromper l'opinion. Et entre-temps, ce qui est plus grave, c'est que pendant que le dialogue piétine, la CENI continue tranquillement ses avancées, le processus électoral se déploie, donc finalement, tout ce qui devait faire l'objet de ce dialogue-là devient superflu sans objet, parce que les questions qui doivent être bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 90%, toutes les conclusions sont réalisées. Il n'y a que 10% qui sont en voie de réalisation. Prenez l'opérateur technique. Prenez l'opérateur technique. Vous allez laisser parler. Laissez-le. Prenez l'opérateur technique. C'était leur point chaud de revendication. Nous, mouvance, on a dit, ok, changeons Wermak Sabari, puisque vous l'avez exigé. Mais ça nous a conduit à quoi? Alors que eux, ils se sont rendus compte que le fichier que Wermak a fait faisait partie des 5 meilleurs fichiers d'Afrique. Ah bon? Puisqu'ils n'avaient pas les mêmes informations. Ils ont accepté que Wermak continue à travailler jusqu'au lendemain des élections législatives pour arrêter et que le comptage serait manuel. Prenez le vote des Guinéens de l'étranger. On a dit, ok, pour la première fois dans l'histoire de la Guinée, les Guinéens de l'étranger ont participé aux élections législatives. Prenez le fichier. On a dit, mettons une commission technique où les partenaires ont 2 experts, la mouvance et l'opposition, chacune donne 2 experts, des experts. Nous avons mis en place un comité technique. On a mis en place un comité de veille. Et ça, c'est la mouvance qui a proposé ça, le comité de veille. Et ensuite, on a mis un comité de suivi, mouvance, opposition.
Donc, et sur leur demande, leur exigence même, ils ont demandé qu'on refasse la révision de la liste électorale. On a accepté qu'on prolonge davantage l'affichage des listes électorales. On a fait qu'on mette des commissions ad hoc. On a fait toutes les exigences que l'opposition a demandées, nous avons accepté. Et actuellement, l'instruction judiciaire dont il parle, le ministre de la Justice, ils l'ont applaudi là-bas. L'instruction continue. L'indemnisation dont il parle, est-ce qu'on peut mettre la charrue avant les deux? Est-ce qu'on peut, avant l'instruction, avant la finalisation de la justice, indemniser? La juridiction n'est pas finie. On est en train, actuellement, en phase active de l'instruction, de déceler de nouveaux malfaiteurs, de les inculper, de les mettre en cabale, de continuer les instructions, pour que tout le monde soit appréhendé, tous les fauteurs, afin qu'on juge. Et le ministre voudrait même que ceux qui hésitent, les hésitants, qu'ils viennent déposer leur plainte. Il l'a même dit, parlant de la neutralité de l'administration, du libre exercice des partis politiques aujourd'hui, que ce soit les partis, quel que soit le parti, les députés, eux, ils ont fait la tournée à travers tout le pays. Le ministre de l'administration du territoire a fait 6 suspensions de préfets. Il a relevé d'autres. Ils ont même reconnu et ils ont applaudi le ministre de l'administration du territoire. Le ministre de la communication qui était en mission a désigné le ministre de l'administration du territoire comme son intérimaire. Et actuellement, au niveau de la presse privée, c'est 100%. Et quand un parti demande pour intervenir ou pour couvrir une activité, est-ce que vous n'envoyez pas l'équipe? Donc actuellement, ceux qui viennent de commencer, il faut féliciter le ministre de la communication. Et vous êtes d'accord, vous souhaitez que ça continue. En tout cas, la mouvance aussi, c'est son souhait. Et je pense que ça continuera. Donc, la démocratie guinéenne actuellement, l'opposition, ils sont en face de nous. Bon, par rapport à ces accords, vous avez un mot, monsieur le ministre. Donc, vraiment le dialogue, c'est une avancée, c'est naquis. Les accords sont vraiment appliqués et eux, ils doivent venir. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur toutes les accusations? Non. C'est qu'eux, ils veulent des préalables et ils n'en ont besoin. Ils n'avaient pas l'habitude, ils abandonnent. Moi, je sais une seule chose, c'est que le dialogue a apporté fruit. Et le premier dialogue, c'est que mon frère a oublié, avant d'aller au palais du peuple, on avait dit nous allons pour dialoguer. Mais le principe fondamental, c'est quoi? Tout ce que nous allons adopter, c'est-à-dire les points de consensus, nous allons l'exécuter. Les points de divergence, on se réfère à la loi. Donc le président n'avait pas besoin de se prononcer. Puisqu'on a écrit sur ces points, nous sommes d'accord. Donc là, même s'il fallait modifier la loi, on était prêt d'introduire auprès du CNT pour modifier la loi. Parce que l'accord seulement est nul si ce n'est pas conforme à la loi. C'est pourquoi il était question, sur des questions précises, où on a fait le consensus qui n'était pas conforme à la loi, d'introduire un projet pour rectifier. Deuxième dialogue, là, mon frère est là. Quoi qu'il arrive, il est d'accord que tout ce que nous avons dit à cette époque, tout a été exécuté à 100%. Les deux questions sur lesquelles aujourd'hui ils ne sont pas d'accord, c'est le fait de dire que ceux qui ont été victimes de la violence doivent être indemnisés et dire que l'accord a prévu dans sa partie additive l'organisation des législatives en 2014 et communales en 2014. C'est sur les deux questions dont ils disent, donc il faudrait qu'ils soient d'accord avec nous d'abord que toutes les questions avaient été évacuées. Maintenant nous allons voir sur les deux questions. Vous-même, vous monsieur le journaliste et les téléspectateurs qui nous regardent, est-ce qu'on peut indemniser les gens avant la fin du procès? Il faut que la justice soit rendue. La justice détermine. Oui, c'est déclenché. Et ça suit son cours normal. Et ça suit son cours normal. Et que la justice détermine la nature et le degré et détermine quel est le montant alloué à chaque victime. Par rapport maintenant à l'organisation des élections communales, puisque c'est de là-bas aujourd'hui le point d'achoppement de ces accords. Le point d'achoppement. Je voudrais dire d'abord
pour cette question, il faut voir les lois. Parce que quand vous faites un accord, il faudrait d'abord que l'accord soit conforme à la loi. Dans le dialogue que moi j'ai participé, il n'était pas question dans ce dialogue-là que l'organisation des communales avant la présidentielle, ça n'a jamais été dit. Mais même si c'était dit, écoutez, non attendez, je vais finir. Mais même si c'était dedans, moi je dis que ça n'a pas de sens pour la simple raison. Lorsque la Constitution a prévu quelque chose, les lois électorales ont prévu quelque chose, on ne regarde plus l'accord. La Constitution a donné la date de l'élection présidentielle. 90 jours au plus, 60 au moins. C'est ça pour l'élection présidentielle. Pour l'élection communale, la loi a dit que c'est 5 ans renouvelables et a donné la périodicité. Donc on est d'accord aujourd'hui que le mandat de l'élection de nos élus au niveau des communes s'est expiré depuis en 2010. Personne ne conteste, c'est une réalité. Mais il n'y a pas que l'élection communale. Mais la loi parle de l'élection régionale aussi. Donc même ça, c'est une violation de la loi. La question fondamentale qui se pose... Attendez, je vais finir, après vous allez poser la question. Oui, d'accord. Maintenant, la question fondamentale qui se pose aujourd'hui, est-ce que quand il s'agit de la légalité est là, et il y a déjà une violation, qu'est-ce qu'il faut privilégier? Parce que la légalité voudrait que l'élection présidentielle se tienne dans les deux, soit 90 jours au plus, ou 60 jours au moins. Et la violation s'est déjà constatée depuis longtemps. Je crois que c'est... Bon, ma question, monsieur le ministre, c'est que... Ma question, c'est que j'ai comme l'impression que les élections antérieures n'ont pas été organisées à temps, conformément au texte, oui, à la loi. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui encore, pour privilégier, n'est-ce pas, la paix, et tout, pour tout ce que vous avez habitué le pays à jouer au consensus et à la loi et tout ce que cela comporte, et pourquoi aujourd'hui il y a cette crise? Et d'un côté, l'opposition parfois quand ça l'intéresse, quand ça l'arrange, elle s'agrippe sur la loi, et quand ça ne l'arrange pas, elle s'agrippe sur les accords et les consensus. La mouvance également la même chose. Pourquoi aujourd'hui vous ne trouvez pas maintenant autour d'une table un terrain d'entente pour essayer justement de décrisper la situation, parce que la Guinée n'a plus besoin justement des crises cycliques que nous sommes en train de vivre. Je voudrais vous dire en un mot. Oui, allez-y. Nous avons fait des compromis, mais c'était la période de transition. Je crois que si on devait faire compromis pendant la transition et des compromis pendant qu'on a fini la transition, pourquoi alors quitter la transition? Je crois qu'il faut absolument aujourd'hui qu'on reparte sur des bases légales. Donc que la loi soit appliquée. La loi soit appliquée pour permettre à la Guinée vraiment de consolider sa jeune démocratie. D'accord, cette dernière intervention de mon ami, monsieur le ministre, parce que c'est ce langage qui est devenu récurrent aujourd'hui de la part de la mouvance présidentielle, qu'il faut faire le choix entre le consensus et la loi. L'opposition guinéenne n'a jamais demandé un consensus qui viole la loi. Regardez l'accord interguinéen du 3 juillet 2013. Il n'y a aucune disposition qui contrevient à la loi. Oui, aucune disposition. Mais la loi prévoit par exemple la présidentielle. Attendez, janvier, je viens sur tout ça. Lorsqu'on a demandé que le communal se tienne le plus rapidement possible, c'est parce que, comme il a dit lui-même, les mandats étaient expirés. Et la Constitution fixe des mandats. Quand les mandats sont expirés, c'est de la responsabilité de qui de procéder au renouvellement des mandats? Qui a la clé de voûte des institutions? Qui est chargé de faire appliquer cette Constitution? C'est le président de la République. C'est lui qui a attendu pendant 4 années que ces mandats expirent, soient totalement obsolètes. Pourquoi? C'est pas gratuit. C'est parce qu'il est en train de mettre ce dispositif de fraude qui s'appuie sur les élus locaux, comment j'appelle, nommés locaux, qui sont tous soit des fonctionnaires ordres, soit des élus locaux soit des activistes du parti au pouvoir. Ils ne sont pas des membres de la CENI, Non, nous parlons de... Ils ne sont pas organisateurs. On parle de quoi? Si, on ne dit pas aussi, c'est un faux discours. Les gens disent que les élus locaux n'interviennent nulle part au niveau du code électoral. Ce n'est pas vrai. Je peux vous sortir une dizaine d'articles du code électoral où les activités de la CENI, les démembrements de la CENI se font avec l'accompagnement soit des maires, soit des chefs de quartier ou des chefs de district. Tout ça encore, c'est un faux débat. Nous n'avons jamais demandé de violer la loi.
lorsque nous vous demandons que les élections communales s'organisent, c'est pour respecter le mandat qui est prévu dans notre Constitution. Lorsque nous exigeons que les élus locaux se substituent aux nommés locaux, c'est pour que notre politique de décentralisation, qui a fait la fierté de notre pays, cette politique a été aujourd'hui complètement mise à l'eau par le pouvoir actuel. La Guinée est le seul pays au monde, attendez, je vous dis, la Guinée est le seul pays au monde aujourd'hui où il n'y a pas de politique de décentralisation, où il n'y a pas d'élus locaux. C'est surréaliste d'imaginer dans un pays normal un maire nommé par l'exécutif. Quelle est maintenant votre lecture, par exemple, de la programmation de la présidentielle et qui se trouve être... La CENI nous donne l'impression qu'elle est prise de court aujourd'hui. Elle n'a plus le temps d'organiser les communales parce que les présidentielles doivent être organisées à date. Tout à fait d'accord. Mais tout ça, c'est préparé de longue date. La CENI est passée à l'Assemblée nationale. Elle a présenté son budget, qui était surtout un budget de communal. Donc elle a commencé l'utilisation en recrutant un consultant qu'elle a payé près de 2 millions de dollars. Après, elle s'est rendue compte qu'elle était en porte-à-faux avec la loi puisque... Attendez, elle a tout terminé. Elle était prête pour organiser les élections. Au moment où on tirait la sonnette d'alarme, on était encore au moins à 3 mois avant maintenant. Nous avons dit attention, on a le sentiment qu'on veut faire l'impasse sur les communales. Les nommés locaux qui sont installés sont en fait les appuis pour la foule qui est envisagée pour ce pouvoir-là. Donc la CENI à la dernière minute a changé de calendrier électoral. Est-ce que vous n'avez pas vu l'urgence par rapport à la Constitution? On a retardé les choses et à la dernière minute, on a dit qu'on n'a plus le temps. Parce que le trimestre c'est un petit jeu politique conformément à la Constitution. Parce qu'il y a certaines personnes en Guinée qui croient que la politique c'est l'art de la ruse, l'art de la duplicité, c'est l'art de savoir tromper les gens. Pas du tout. Alors, monsieur. D'abord, premièrement, tous les élus locaux actuellement, à 80%, c'est ceux élus au cours de la Deuxième République en 2005. Au niveau des CRD, aussi bien ruraux et des communes urbaines, il y a les 80% sont élus au cours de la Deuxième République. Ils sont en train de prolonger leur mandat. Si quelqu'un devait se plaindre, c'est nous. Puisque c'est ceux de la Deuxième République, c'est eux qui sont à 100% à l'opposition aujourd'hui. Mais nous laissons faire. Et deuxièmement, nous étions d'accord et nous étions prêts d'organiser les élections communales et communautaires au cours du premier trimestre 2014. Ça, on était d'accord. Voilà. On a réuni les moyens. Merci, monsieur. On a réuni les moyens. Tout était prêt. Bien. Et le président est allé jusqu'à dire que nous n'avons pas besoin d'un financement extérieur. C'est l'épidémie Ebola qui est venue nous déranger, qui a bouffé tout ce qu'on avait mobilisé et qui nous a mis maintenant dans l'épidémie. L'opposition et la mouvance, la société civile et tout le monde se sont mis à lutter contre Ebola. Et après maintenant, les déficits qui se sont produits au niveau de tous les départements, le président même est revenu puisqu'il a fait le point. Il a dit, on ne peut pas se passer de l'aide de l'extérieur. Et actuellement, en pleine épidémie, je vous dis, aucun, même eux, si c'est eux qui étaient à notre place, ils n'allaient pas convoquer eux aussi une élection à l'heure là. Un cas d'épidémie Ebola égale à épidémie réelle. Donc, on ne peut pas faire une élection. Et puisque nous sommes rassurés d'éradiquer grâce au concours de tout le monde Ebola d'ici la fin du mois d'avril, donc on peut organiser à partir du mois de mai des élections. Mais la CENI qui a travaillé, qui s'est investi et qui voulait cumuler les deux types d'élections, s'est rendu compte que c'est impossible. Puisque nous, mouvance, on avait grincé le dents. Mais heureusement, elle s'est rendue compte. Donc elle est d'accord à partir du 1er mars. Là. Il lui faut 6 mois pour apprêter les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, pour organiser les deux types d'élections en une année. C'est-à-dire de mars 2015 à mars 2016, les deux types d'élections. Et puisque la CENI est tenue par les contraintes constitutionnelles, selon la loi, il faut 90 jours avant et 60 jours pour organiser avant son expiration une élection présidentielle pour que le réélu soit investi avant l'expiration du mandat précédent. Donc, alors qu'elle a besoin d'un délai de 6 mois au moins qui l'amène au mois d'octobre, donc elle est en plein sur le trimestre consacré par la Constitution à l'organisation des élections présidentielles. Voilà les contraintes que connaît la CENI. Et heureusement, l'opposition le reconnaît. Donc, non, je ne le reconnais pas du tout. Ça, au moins, je ne le reconnais pas du tout. Monsieur le ministre. Sur cette question, je voudrais tout simplement dire que je suis vraiment très satisfait du débat. C'est-à-dire que ça prouve à suffisance que le dialogue est possible, même si on n'a pas commencé. Puisque ce qu'on introduit là, c'est à l'honneur non seulement de la Guinée,
du chef de l'État et les acteurs politiques de notre pays. Sur la question de l'élection, je voudrais que les acteurs politiques puissent avoir confiance à notre pays et aux lois de la République. Qu'on évite de personnaliser les débats, dire tel groupe ou bien telle personne. Si nous le faisons, nous allons ramener le débat trop bas. C'est ce qui nous a amené à recomposer la CENI que vous avez aujourd'hui. Et puisqu'on ne s'est pas occupé de la question essentielle, le même problème se pose aujourd'hui, il faut une nouvelle CENI. Alors moi je demande aux acteurs politiques de faire en sorte qu'on cherche les voies et les moyens pour mettre les garde-fous qui permettront, même si tous les commissaires qui sont membres de la CENI soutiennent un parti, qu'ils ne puissent pas l'apporter même une seule fois. Je crois que c'est ça l'essentiel. Si nous prenons les autres pays, on voit tout le temps, dans les grandes démocraties, les ministères de l'administration du territoire organiser des élections et perdre les mêmes élections que eux-mêmes organisent. Nous pouvons le faire. C'est ça la démocratie. C'est ce que je demande aux uns et aux autres, de partir vers la culture de cette démocratie. Parce que ce qui est important, ce n'est pas qu'on soit au pouvoir ou pas. C'est l'héritage que nous allons léguer à ceux qui viennent après nous. Le meilleur héritage, c'est si nous les laissons la démocratie et la vraie démocratie. Voilà, un mot pour la paix, juste comme dernier mot en 30 secondes pour chacun. Oui, mais 30 secondes. Non, monsieur le 30 secondes, on a fini le temps. Non, monsieur le porte-parole de la mouvance a dit une chose, qu'on n'a pas pu organiser les élections. Il a reconnu une chose qui m'a beaucoup fait plaisir, parce que cela avait été nié par beaucoup de membres de cette mouvance-là, à savoir qu'on s'était accordé sur l'organisation des communales au premier trimestre 2014. Ça, je le félicite pour cette franchise-là. Je dois dire que les élections communales devaient être organisées au plus tard à la fin mars. Si le pouvoir avait la volonté politique de les organiser, on aurait convoqué le corps électoral au plus tard le 31 janvier ou le 1er février. En ce moment, Ebola n'avait pas été déclaré. Donc il n'y avait en fait aucune volonté politique de pouvoir les organiser. Bien. Ceci dit, encore une fois, moi en tout cas, je dois à la vérité de dire que j'étais agréablement surpris de votre invitation. La RPG, les médias du service public ne nous ont malheureusement pas habitués à ce type de débat organisé dans ces locaux et qui permettent à toutes les sensibilités politiques de s'exprimer et de montrer à nos militants respectifs que la politique ce n'est pas la guerre, que la politique ce n'est pas l'animosité. Je crois que l'exemple que nous donnons aujourd'hui à tous nos militants sympathisants à la base, qui vont nous voir discuter sereinement autour d'une table, va les inspirer pour que ce ne soit pas par la force et par la violence qu'ils expriment leurs opinions politiques et que de cette façon donc ils se rendent compte que la politique c'est surtout un débat d'idées, ce n'est pas un conflit entre des personnes. Merci. Moi je suis très heureux cet après-midi et doublement. D'abord pour que les citoyens comprennent que l'opposition, c'est-à-dire dans une démocratie, l'opposition et la mouvance, c'est deux frères jumeaux. Ils peuvent se donner de temps en temps de petits coups amicaux, c'est comme deux jumeaux qui blaguent. Donc ce n'est jamais de l'animosité, ce n'est pas une adversité, c'est des concurrents. Aujourd'hui c'est l'un qui est au pouvoir, demain c'est l'autre. Donc si les citoyens voient l'un des porte-parole parler, ils n'ont pas le droit de prendre une décision pour aller vers lui avec animosité pour tenter de lui faire du mal. Il faut savoir que c'est deux cousins, c'est deux jumeaux qui parlent au nom de la démocratie et qui peuvent se contredire la journée, mais le soir ils sont en train de se congratuler autour d'un repas et de blaguer. C'est pour la promotion de la démocratie. Deuxièmement, ce dialogue que nous souhaitons, nous leur tendons la main. Comme d'habitude, ils sont venus. Il y a eu toujours de bons résultats. Nous comptons sur eux. Ils n'ont qu'à abandonner les stratégies de violence comme les marches. En tout cas, ce n'est pas payant pour la Guinée. Et je le félicite pour ce débat. Et la mouvance est honorée. Et je suis très heureux. Je vous remercie. Bon, mon objectif, lors de mon passage à l'Assemblée nationale, j'avais promis que la RTG est accessible à tout le monde. L'excellence, il vient de concrétiser cette réalité aujourd'hui. J'espère que ça ne serait pas le dernier. Cela permettra aux Guinéens de comprendre que notre volonté, c'est de faire en sorte que la Guinée puisse aller de l'avant. Pas pour ceux qui sont au pouvoir, mais pour tous les Guinéens, l'opposition comme la mouvance. Voilà, amis téléspectateurs, c'était là donc l'essentiel de cette émission GID Justice et Démocratie. Je pense que vous avez été particulièrement bien servis. En tout cas, cette émission est revenue sur une question centrale, c'est la problématique justement de la cohérence sociale. Nous avons essayé justement de discuter de comment restaurer
n'est-ce pas, un climat de confiance et de paix dans notre pays, la République de Guinée, à travers cette émission Droit et démocratie. Et justement, était venu dans cette émission à ma gauche le docteur Saliou Bella Diallo, il est le porte-parole de la mouvance présidentielle et le ministre de la Communication, porte-parole de l'opposition. Et toujours à ma droite, M. Makanera Kake, il est le ministre de la Communication. Cette émission vous a été proposée par Abdoulaye Djibril Diallo. Merci de l'avoir pratiquée.